Le mystère des aveugles qui voient. J'ai passé 3 semaines à éplucher une étude que presque personne ne cite en dehors des cercles spécialisés, celle de Kenneth Ring et Sharon Cooper, publiée en 1999 sous le titre Mindset, portant sur 31 personnes aveugles ayant vécu une expérience de mort imminente. Sur ce groupe, 21 étaient aveugles de naissance, sans aucune expérience visuelle préalable, pas même un souvenir de lumière. Et pourtant, ces personnes décrivent avoir vu pendant leur émie, Vera, une des témoins cités dans l'ouvrage, aveugle depuis la naissance, raconte avoir observé la réanimation de son propre corps depuis le plafond de la salle d'opération, décrivant la couleur de la blouse d'un chirurgien et la position exacte des instruments. Comment quelqu'un qui n'a jamais eu de rétine fonctionnelle peut-il décrire une couleur ? C'est la question qui m'a fait ouvrir ce dossier. Ring appelle ça de la vision transcendantale, un terme volontairement prudent parce que lui-même reconnaît les limites méthodologiques de son travail. Les témoignages sont rétrospectifs, recueillis parfois des années après les faits, sans groupe témoin rigoureux. Aucune caméra n'a filmé ce que ces personnes affirment avoir vu au moment où elles le voyaient. C'est la première règle que je me suis fixée pour cette enquête. Je vous dis ce qui est documenté et je vous dis aussi, chapitre après chapitre, ce qui reste une hypothèse. C'est la première règle que je me suis fixée pour cette enquête. Je vous dis ce qui est documenté et je vous dis aussi, chapitre après chapitre, ce qui reste une hypothèse. Ici, l'hypothèse est fascinante mais non prouvée au sens scientifique strict. Ce que je peux affirmer avec certitude, c'est que ces témoignages existent, qu'ils ont été recueillis par un chercheur universitaire sérieux, professeur émérite de psychologie à l'Université du Connecticut, et qu'ils posent une question que la neurologie classique peine à résoudre complètement. Dans les prochains chapitres, on va suivre le fil d'autres chercheurs qui ont tenté, chacun à leur manière, de documenter ce qui se passe quand la conscience semble se détacher du corps. Et la première piste nous emmène directement en Virginie, dans les années 1970. Raymond Moody et les 150 témoins. Tout commence vraiment en 1975, quand un jeune psychiatre américain, Raymond Moody, publie Life After Life, un livre qu'il a rédigé après avoir recueilli environ 150 récits de personnes revenues de ce que les médecins avaient déclaré comme un arrêt cardiaque ou une mort clinique. Moody n'est pas un mystique isolé. Il a un doctorat de philosophie et un doctorat de médecine, obtenu à l'Université de Virginie. Moody n'est pas un mystique isolé. Il a un doctorat de philosophie et un doctorat de médecine obtenu à l'Université de Virginie. Dans son livre, il dégage un schéma commun à la majorité des témoignages. La sensation de sortir du corps, le passage dans un tunnel sombre, la rencontre avec une lumière décrite comme bienveillante, la revue de vie en accéléré et le retour force vers le corps. Ce schéma, il l'appelle le noyau expérientiel. Ce qui m'a frappé en relisant le livre pour cet épisode, c'est la prudence même de Moody. Dès la première page, il écrit noir sur blanc qu'il ne prétend pas prouver la survie de la conscience après la mort, seulement documenter un phénomène humain récurrent. C'est une nuance que beaucoup de résumés en ligne effacent complètement. Moody a étudié des cas comme celui d'une femme prénommée dans le livre sous pseudonyme, qui décrit avoir vu ses parents déjà décédés venir l'accueillir dans un espace sans limite de temps, un détail qui revient chez de nombreux témoins indépendamment les uns des autres, sans qu'ils se soient jamais rencontrés. L'objection la plus sérieuse à son travail, formulée ensuite par des neurologues comme Suzanne Blackmore, c'est que ce noyau expérientiel ressemble beaucoup à ce qu'on peut reproduire en laboratoire par manque d'oxygène au cerveau, l'anoxie cérébrale, ou par stimulation électrique de certaines zones temporales. Moody lui-même, interrogé d'années plus tard, admet que cette explication physiologique mérite d'être testée sérieusement plutôt que rejetée par principe. C'est exactement ce que va tenter de faire, 30 ans plus tard, un cardiologue britannique nommé Sam Parnia avec un protocole qu'aucun chercheur n'avait osé mettre en place avant lui.
Aware, la carte cachée au plafond. En 2014, la revue Ressuscitation publie les résultats de l'étude Aware, menée par le docteur Sam Parnia, médecin réanimateur à l'université de Southampton, puis à New York. Aware, la carte cachée au plafond. L'idée de Parnia est simple et radicale. Si des patients affirment avoir quitté leur corps pendant un arrêt cardiaque et avoir observé la pièce depuis le plafond, alors il suffit de placer des images ou des symboles visibles uniquement depuis le plafond, invisibles depuis le lit, dans les salles de réanimation de 15 hôpitaux au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Autriche. L'étude a suivi 2060 cas d'arrêt cardiaque entre 2008 et 2012. Résultat brut, 330 patients ont survécu suffisamment longtemps pour être interrogés. Et parmi eux, 140 ont accepté de répondre à des questionnaires détaillés. 39% ont rapporté une forme de conscience pendant la période où leur cœur ne battait plus, ce qui contredit déjà l'idée reçue que le cerveau s'éteint instantanément. Un seul patient, sur l'ensemble de l'étude, a décrit avec précision des événements réels et vérifiables survenus pendant sa réanimation, y compris des sons et des actions du personnel médical correspondant à une période où son activité cérébrale mesurable était censée être nulle. Aucun patient n'a rapporté avoir vu les images placées au plafond. Parnia est le premier à le souligner dans l'article original, ce résultat est trop faible statistiquement pour conclure quoi que ce soit définitif. Mais il est aussi trop précis dans ce cas unique pour être balayé d'un revers de main. C'est exactement le genre de nuance que je veux mettre en avant ici, parce qu'on trouve sur Internet des versions qui exagèrent énormément ce résultat, en prétendant que l'étude prouve la survie de la conscience. Ce n'est pas ce que dit le papier scientifique. Ce n'est pas ce que dit le papier scientifique. Ce que Parnia affirme, c'est que la conscience semble parfois persister au-delà du moment où on pensait qu'elle disparaissait, ce qui est déjà, en soi, une remise en question majeure de la neurologie classique. Et il y a un détail de cette étude que très peu de gens connaissent, et qui concerne directement ce fameux patient unique. Le patient qui a tout entendu, ce patient unique de l'étude Aware, s'appelle, dans les publications, simplement un homme de 57 ans hospitalisé en Angleterre. Ce que Parnia rapporte, dans les détails publiés dans la revue Ressuscitation, c'est que cet homme a décrit avec exactitude la séquence d'action de l'équipe médicale pendant son arrêt cardiaque. L'arrivée d'une infirmière particulière, le bruit spécifique d'une machine de défibrillation et une phrase précise prononcée par un des médecins. Le problème, du point de vue de la science, c'est que la durée exacte de son absence totale d'activité cérébrale mesurable, l'électroencéphalogramme plat, ne correspond pas parfaitement à la durée de ce qu'il a rapporté avoir vécu et entendu. Parnia lui-même reconnaît cette imprécision temporelle dans ses interviews ultérieures, notamment celle accordée au magazine Life Science en 2014. C'est un point que je tiens à souligner parce que c'est exactement le genre de nuance qui sépare une enquête honnête d'un contenu sensationnaliste. Le cas est troublant, il est documenté dans une revue scientifique à comité de lecture, mais il ne constitue pas une preuve au sens strict du terme. Ce qui rend ce cas particulier fascinant, c'est qu'il rejoint un phénomène que les anesthésistes connaissent depuis longtemps sous le nom d'awareness péranesthésique. Cette conscience résiduelle documentée chez environ 1 à 2 patients sur 1000 sous anesthésie générale, un chiffre publié par l'Association des anesthésistes britanniques. La différence ici, c'est que le patient n'était pas simplement sous anesthésie légère, son cœur ne battait plus. Parnia a d'ailleurs lancé depuis une étude de suivi encore plus large, Aware 2, publiée partiellement en 2023, qui élargit le protocole à davantage d'hôpitaux et confirme ce taux d'environ 40% de patients rapportant une forme de conscience persistante pendant l'arrêt cardiaque. Si ce sujet vous parle, dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler de ce cas précis, parce que je suis curieux de savoir combien d'entre vous le connaissaient avant cette vidéo. En attendant, il existe un autre chercheur, bien plus ancien dans ses méthodes, qui a choisi une piste totalement différente pour étudier la survie de la conscience. Les enfants.
Ian Stevenson et les 2500 enfants. Entre 1960 et sa mort en 2007, le psychiatre canadien Ian Stevenson, rattaché à l'Université de Virginie, a constitué un dossier d'environ 2500 cas d'enfants à travers le monde affirmant se souvenir d'une vie antérieure. Son ouvrage de référence « 20 Cases Suggestive of Reincarnation », publié en 1966, détaille des cas rigoureusement documentés selon une méthode précise. Stevenson interrogeait l'enfant avant toute vérification, notait les détails donnés, puis tentait de retrouver la personne décrite dans les souvenirs et de vérifier indépendamment chaque élément. Le cas le plus cité dans son travail est celui de Shanti Devi, une petite fille indienne née en 1926 à Delhi qui a fourni des détails si précis sur une vie antérieure à Muttra, à plus de 100 km de chez elle, incluant le nom de son mari supposé, l'emplacement d'une maison et des détails financiers d'un commerce, qu'un comité officiel indien, incluant Mahatma Gandhi lui-même, a enquêté sur son cas en 1936. Le comité a confirmé que l'enfant reconnaissait des lieux et des personnes qu'elle n'avait, en apparence, jamais pu voir auparavant. Un autre cas, celui de James Leininger, un enfant américain né en 1998, documenté par ses propres parents dans le livre Soul Survivor, publié en 2009, décrit un petit garçon qui, dès l'âge de 2 ans, faisait des cauchemars récurrents sur un avion qui s'écrase, donnait le nom d'un porte-avions, Natoma, et le prénom d'un pilote, Jack Larsen, des détails qui ont été recoupés avec les archives militaires réelles de la Seconde Guerre mondiale et correspondaient à un pilote nommé James Houston, mort en 1945 lors du crash de son avion. L'objection majeure des sceptiques, comme le psychologue Leonard Angel dans un article de 1994, c'est le risque de contamination. Les parents, consciemment ou non, peuvent orienter les recherches et interpréter des propos vagues d'enfants comme des détails précis. Stevenson répondait à cela en privilégiant les cas où la vérification précédait toute rencontre entre les 2 familles concernées, ce qui réduit fortement ce risque sans l'éliminer totalement. Ce travail colossal, jamais terminé avant sa mort, a été repris par son successeur Jim Tucker, qui continue aujourd'hui à documenter de nouveaux cas selon la même méthode. No Solar, la cité de l'au-delà brésilien. Changeons totalement de continent et de méthode. No Solar, la cité de l'au-delà brésilien. En 1944, au Brésil, un médium nommé Francisco Cândido Xavier, plus connu sous le nom de Chico Xavier, publie un livre intitulé No Solar, qu'il attribue à la dictée d'un esprit se présentant sous le nom d'André Louise, un médecin décédé. Ce livre, qui fait partie du courant spirit fondé sur les travaux d'Allan Kardec au XIXe siècle, décrit une cité spirituelle organisée avec une précision presque administrative. Hôpitaux pour âmes en détresse, ministères, zones de repos, une hiérarchie de fonctions. Chico Xavier a produit au cours de sa vie plus de 400 ouvrages selon les estimations de la Fédération Spirit brésilienne, tous présentés comme dictes par des esprits, un phénomène appelé psychographie. Ce qui rend ce cas différent des précédents, c'est qu'il ne s'agit pas d'une étude scientifique, mais d'un témoignage médiumnique, une catégorie de sources que je dois traiter avec une prudence différente. Le Brésil, contrairement à beaucoup de pays occidentaux, a intégré le spiritisme kardéciste dans sa culture populaire, au point que No Solar a été adapté au cinéma en 2010, un film qui a attiré plus de 4 millions de spectateurs brésiliens, preuve de l'ancrage culturel du récit plutôt que de sa validité factuelle. Des chercheurs comme le psychiatre brésilien Alexander Moreira Almeida, de l'Université fédérale de Juiz de Fora, ont publié des études sérieuses sur la psychographie, notamment un article de 2008 dans le journal de Nervous and Mental Disease, qui analyse la complexité linguistique de certains textes psychographie comparés au niveau d'éducation réel du médium.
Moreira Almeida ne conclut pas à une preuve de communication avec les morts, mais reconnaît que certains cas méritent une étude neuropsychologique sérieuse plutôt qu'un rejet automatique, notamment quand le médium, peu instruit, produit des textes d'une complexité stylistique largement supérieure à son niveau scolaire documenté. C'est un point rarement soulevé en dehors du Brésil, et c'est exactement le genre de nuance culturelle que je veux apporter dans cette enquête plutôt que de rester uniquement sur les sources anglo-saxonnes. Le bardo Todol et les 49 jours Etzmo. Remontons maintenant bien plus loin dans le temps, jusqu'au Tibet du 8e siècle, avec un texte attribué au maître Padmasambhava et redécouvert, selon la tradition, par le terton Karmalingpa au XIVe siècle. Le bardo Todol, traduit en Occident sous le titre Livre tibétain des morts par l'orientaliste américain Walter Evans Wentz en 1927. Ce texte n'est pas une description spontanée de témoins, mais un guide rituel, lu à haute voix auprès du mourant et du défunt, pendant une période de 49 jours, censé correspondre au temps que met la conscience à traverser 3 états intermédiaires appelés bardo, avant une nouvelle renaissance. Le premier bardo décrit une lumière claire, fondamentale, apparaissant immédiatement après la mort. Une expérience que le texte affirme être la nature ultime de l'esprit, brièvement accessible à tous, mais reconnue seulement par les pratiquants entraînés. Le parallèle avec les récits occidentaux de lumière blanche rapportés par Moody est frappant, et c'est le psychiatre suisse Carl Gustav Jung lui-même qui, dans sa préface à l'édition de 1957, souligne cette convergence troublante entre une tradition bouddhiste vieille de plusieurs siècles et les expériences modernes de mort imminente, sans qu'aucun contact culturel direct n'explique cette similitude. Le second bardo, appelé Shonide, décrit une série de visions de divinités paisibles puis courroucées, que le texte présente explicitement comme des projections de l'esprit du défunt lui-même, et non des entités extérieures réelles, une nuance philosophique essentielle que beaucoup d'interprétations populaires occidentales effacent complètement en transformant le texte en simple carte touristique de l'au-delà. Le troisième bardo, Sitpa, décrit le processus de choix, ou plutôt d'attraction karmique vers une nouvelle existence. Le bouddhologue Robert Thurman, dans sa traduction de 1994, insiste sur le fait que ce texte est avant tout un manuel psychologique destiné aux vivants pour apprendre à lâcher prise, bien plus qu'une description littérale vérifiable de l'après-mort. Cette lecture change complètement la manière de comprendre le texte et elle nous ramène directement à une question centrale que je veux aborder maintenant. Pourquoi tant de traditions, séparées par des milliers de kilomètres et des siècles d'histoire, décrivent-elles des expériences si semblables ? Le noyau commun, coïncidence ou signal ? En comparant maintenant les sources déjà citées, un motif se dégage avec une régularité troublante. Moody, en 1975, identifie le tunnel et la lumière. Le bardo Todol, rédige des siècles plus tôt, décrit la lumière claire du premier bardo. Les témoins aveugles de l'étude de Ring en 1999 rapportent une forme de perception sans yeux fonctionnels. Les enfants étudiés par Stevenson décrivent des souvenirs corporels précis de morts antérieures, souvent violentes, avec des marques de naissance correspondant à des blessures réelles documentées, un détail que Stevenson a particulièrement étudié dans son ouvrage Reincarnation and Biology, publié en 1997, où il recense 225 cas de correspondance entre marques de naissance et blessures mortelles vérifiées par des rapports d'autopsie ou médicaux réel. C'est un des points les plus solides de son dossier, parce qu'une marque de naissance est un fait physique vérifiable, contrairement à un souvenir verbal.
Le psychologue américain Bruce Greyson, cofondateur en 1981 de l'International Association for Near-Death Studies, a construit une échelle de mesure standardisée, l'échelle Greyson, publiée en 1983, utilisée aujourd'hui dans la quasi-totalité des études sérieuses sur le sujet pour comparer objectivement des témoignages très différents culturellement. Cette échelle a permis de montrer, statistiquement, sur des milliers de cas compilés à travers plusieurs pays, que le noyau expérientiel décrit par Moody se retrouve avec une fréquence similaire au Japon, en Inde, aux États-Unis et en Europe, malgré des différences culturelles majeures sur l'interprétation religieuse de ces expériences. Un chrétien américain parle souvent de Jésus ou d'un être de lumière. Un indo parle parfois de Yama, le dieu de la mort, mais la structure sous-jacente, tunnel, lumière, revue de vie, reste remarquablement stable. Greyson lui-même, dans son livre After, publié en 2021, après 40 ans de carrière consacrée à ce sujet à l'Université de Virginie, écrit que cette universalité structurelle ne prouve pas la survie de la conscience, mais rend l'explication purement neurologique insuffisante en l'état actuel des connaissances. Une phrase qu'il faut, selon moi, citer intégralement tant elle résume honnêtement l'état du débat scientifique aujourd'hui. L'explication neurologique et ses limites. Il serait malhonnête de continuer cette enquête sans présenter sérieusement l'hypothèse opposée, celle qui explique tout par le cerveau seul. En 2013, une équipe dirigée par le neuroscientifique George Mashour de l'Université du Michigan publie dans la revue PNAS une étude sur des rats en arrêt cardiaque, montrant un pic d'activité électrique cérébrale de haute fréquence dans les 30 secondes suivant l'arrêt du cœur, une activité plus intense que pendant l'état de veille normal. Cette découverte est présentée dans de nombreux médias comme l'explication définitive des EMI. Le cerveau produirait une dernière décharge massive avant de s'éteindre, générant les visions rapportées. Le problème, c'est que cette étude porte sur des rats, pas sur des humains, et qu'elle ne peut absolument pas expliquer comment un patient pourrait rapporter des informations vérifiables et exactes sur des événements extérieurs survenus pendant cette période, comme dans le cas du patient de l'étude AWARE. Une autre piste sérieuse, défendue par le neurologue Kevin Nelson dans son livre The Spiritual Doorway in the Brain, publié en 2011, relie les EMI à un phénomène appelé intrusion du sommeil paradoxal dans l'état d'éveil, documenté chez des patients narcoleptiques qui produiraient des hallucinations très semblables au récit d'EMI. Nelson a mené une étude comparative montrant que les personnes ayant vécu une EMI ont une tendance statistiquement plus élevée à expérimenter ce type d'intrusion du sommeil paradoxal, un résultat publié en 2006 dans la revue Neurologie. C'est une objection sérieuse que je tenais à présenter intégralement parce qu'elle mérite d'être prise au sérieux. Mais Bruce Greyson lui répond directement dans After en soulignant que cette corrélation n'explique pas les cas de perception véridique, ces informations exactes rapportées par des patients sur des événements qu'ils n'auraient théoriquement aucun moyen sensoriel de percevoir, comme des conversations tenues dans une pièce adjacente pendant leur inconscience clinique totale. C'est une objection sérieuse que je tenais à présenter intégralement parce qu'elle mérite d'être prise au sérieux. Mais Bruce Greyson lui répond directement dans After en soulignant que cette corrélation n'explique pas les cas de perception véridique, ces informations exactes rapportées par des patients sur des événements qu'ils n'auraient théoriquement aucun moyen sensoriel de percevoir, comme des conversations tenues dans une pièce adjacente pendant leur inconscience clinique totale. Le débat reste donc ouvert, et c'est précisément cette honnêteté scientifique, ce refus de trancher artificiellement, qui rend ce sujet passionnant plutôt que de le transformer en simple croyance ou en simple négation. Pam Reynolds, le cas impossible à ignorer. Il existe un cas particulier que je devais absolument développer à part, tant il concentre à lui seul presque tous les éléments de cette enquête.
En 1991, Pam Reynolds, une Américaine de 35 ans, subit une opération extrêmement rare à l'hôpital Barrow Neurological Institute de Phoenix, dirigé par le neurochirurgien Robert Spetzler pour retirer un anévrisme cérébral géant. La procédure, appelée arrêt cardiaque hypothermique standstill, consiste à refroidir le corps à 15,5 degrés, arrêter complètement le cœur, vider le sang du cerveau et éteindre toute activité électroencéphalographique mesurable, y compris les réflexes du tronc cérébral, pendant environ 1 heure. C'est littéralement l'état le plus proche de la mort clinique totale, reproductible en milieu chirurgical contrôlé. C'est littéralement l'état le plus proche de la mort clinique totale, reproductible en milieu chirurgical. Pendant cette période où son cerveau ne présentait officiellement aucune activité mesurable, Reynolds rapporte, après son réveil, avoir observé l'opération depuis un point de vue extérieur à son corps, décrivant la forme spécifique de la scie chirurgicale utilisée, comparée par elle à une brosse à dents électrique avec des embouts interchangeables rangés dans une trousse, ainsi qu'une conversation entre le chirurgien et une infirmière concernant la taille inhabituelle de ses vaisseaux fémoraux. Le cardiologue Michael Sabom, qui a documenté ce cas en détail dans son livre Light and Death, publié en 1998, a vérifié ces détails auprès de l'équipe médicale présente ce jour-là. Et plusieurs éléments décrits par Reynolds ont été confirmés comme exacts par les témoins directs de l'opération. L'objection principale, soulevée par des sceptiques comme Gerald Worley dans un article de 2011, c'est que les phases d'endormissement et de réveil de l'anesthésie, avant et après le standstill complet, pourraient avoir laissé une conscience résiduelle suffisante pour percevoir certains sons, même sans vision. Sabom répond que cette explication ne couvre pas la totalité des détails rapportés, en particulier des éléments visuels précis survenus, selon le dossier médical minute par minute, pendant la phase de standstill complet elle-même. Ce cas reste aujourd'hui encore l'un des plus discutés et des mieux documentés de toute la littérature sur le sujet. Ce que dit vraiment la revue de vie, parmi tous les éléments du noyau expérientiel décrit par Moody, la revue de vie mérite un chapitre entier, tant elle a été étudiée sous un angle nouveau ces dernières années. En 2022, une équipe de chercheurs, incluant le docteur Raoul Vicente de l'Université de Tartu en Estonie, publie dans la revue Frontiers in Aging Neuroscience l'enregistrement fortuit de l'activité électroencéphalographique d'un patient de 87 ans en train de mourir naturellement d'une crise cardiaque pendant que les médecins tentaient de traiter une crise d'épilepsie. Cet enregistrement, totalement accidentel, montre que dans les 30 secondes précédant et suivant l'arrêt du cœur, le cerveau du patient a produit des oscillations gamma, les mêmes ondes cérébrales associées à la mémoire, à la récupération de souvenirs et à la concentration intense pendant l'état de veille normal. C'est la toute première fois qu'un tel enregistrement existe chez un humain au moment réel du décès, et non de manière rétrospective à partir d'un témoignage. Vicente et son équipe restent prudents dans leurs conclusions. Un seul cas ne permet aucune généralisation scientifique solide, et ils le précisent explicitement dans l'article. Mais ce résultat rejoint de manière troublante les témoignages recueillis par Moody près de 50 ans plus tôt, où de nombreux témoins décrivent une revue de leur existence entière en quelques secondes, avec un niveau de détail sensoriel extrême, incluant des odeurs et des émotions oubliées depuis l'enfance. Le psychologue Bruce Grayson rapporte dans After le cas d'un homme ayant failli se noyer, qui décrit avoir revu chaque journée de sa vie simultanément plutôt que séquentiellement, une perception du temps totalement différente du fonctionnement normal de la mémoire humaine. Si cette structure gamma se confirme sur davantage de patients dans les années à venir, elle pourrait constituer la première preuve physiologique directe reliant un mécanisme cérébral mesurable à un phénomène jusque-là uniquement rapporté de manière subjective, ce qui changerait complètement la nature du débat scientifique sur ce sujet. Les enfants qui refusent d'oublier.
Revenons à Jim Tucker, le successeur direct de Ian Stevenson à l'Université de Virginie, qui dirige aujourd'hui la Division of Perceptual Studies, le même département fondé par Stevenson en 1967. Tucker a publié en 2013 un livre intitulé Return to Life, qui documente notamment le cas de James Leininger déjà évoqué, mais aussi de nouveaux cas plus récents, recueillis selon la même méthode stricte de vérification préalable. Tucker insiste sur un critère que beaucoup de vulgarisations ignorent. La fenêtre d'apparition de ces souvenirs se situe presque toujours entre 2 et 4 ans, et ils disparaissent spontanément, sans intervention extérieure, généralement avant l'âge de 7 ans. Un schéma qui se retrouve de manière remarquablement constante dans les cultures les plus différentes, du Liban chez les familles druzes, où la croyance en la réincarnation est culturellement intégrée, jusqu'aux États-Unis, où les familles comme celle des Leininger n'avaient initialement aucune croyance particulière en ce phénomène. C'est un point important parce que l'objection classique consiste à dire que ces enfants sont influencés par la culture ambiante. Mais le cas Leininger, dans une famille chrétienne texane sans lien avec la réincarnation, complique sérieusement cette explication. Tucker a également mené, avec le statisticien Jim Matlock, une analyse quantitative publiée en 2016 sur 800 cas de la base de données de Stevenson, montrant que 70% des enfants concernés rapportent une mort violente ou soudaine dans leur vie antérieure supposée, un taux largement supérieur à la proportion de morts violentes dans la population générale, ce qui suggère, selon Tucker, un lien possible entre la nature traumatique du décès et la force du souvenir qui persisterait. Cette hypothèse reste débattue, mais elle ouvre une piste que je trouve personnellement fascinante. Et si la mémoire ne survivait pas de manière égale à toutes les morts, mais seulement à certaines, les plus brutales, les plus interrompues? Si vous connaissez quelqu'un qui a perdu un proche de manière soudaine et qui s'intéresse à ces questions, ce serait le bon moment de lui partager cette enquête, parce que la suite aborde directement la question de ce qui se passe côté des vivants qui restent. Ce que les mourants voient au chevet, il existe un phénomène distinct des EMI, moins connu du grand public, mais tout aussi documenté scientifiquement. Les visions de fin de vie, appelées Deathbed Visions ou expériences de fin de vie. La psychologue américaine Carlis Ossis, puis Erlendur Haraldsson, chercheur islandais à l'université de Reykjavik, ont mené ensemble une étude comparative entre les États-Unis et l'Inde, publiée dans leur livre At the Hour of Death en 1977, interrogeant plus de 1000 médecins et infirmières sur les visions rapportées par leurs patients mourants, non pas revenus, mais réellement en train de mourir sans réanimation. Le résultat central de cette étude est que, dans les deux cultures pourtant très différentes, les patients rapportent majoritairement voir des figures de proches déjà décédés venir les chercher, rarement des personnes encore vivantes. Un détail statistiquement significatif puisque, du point de vue purement neurologique d'une hallucination aléatoire due au manque d'oxygène, on s'attendrait à une proportion égale de figures vivantes et décédées dans les visions. Haraldsson a poursuivi ce travail spécifiquement en Islande avec une étude publiée en 2012 dans le Journal of Near Death Studies, confirmant la stabilité de ce phénomène sur plusieurs décennies et plusieurs cultures. Un autre chercheur, le médecin américain Christopher Kerr, directeur médical du Hospice Buffalo, a publié en 2014 une étude portant sur 66 patients en soins palliatifs sur une période de 18 mois, montrant que 88% d'entre eux rapportaient des visions ou des rêves impliquant des proches décédés, avec une fréquence qui augmentait à mesure que la mort approchait, et que ces expériences étaient associées à un apaisement psychologique mesurable plutôt qu'à de l'angoisse. Kerr, dans son livre Death is but a Dream, publié en 2020, insiste sur le fait que ces visions ne sont ni traitées ni provoquées par la morphine administrée aux patients, contrairement à une idée très répandue, puisqu'elles apparaissent avec la même fréquence chez les patients sous faible dosage et sous dosage élevé.
Ce dernier point démonte directement l'objection la plus courante que j'ai lue en préparant cette enquête. Ce dernier point démontre directement l'objection la plus courante que j'ai lue en préparant cette enquête. Ce que la physique quantique ne prouve pas. Je dois aborder ici un point de vigilance essentiel, parce que c'est l'un des pièges les plus fréquents de ce type de sujet. Depuis les années 2000, de nombreux ouvrages de vulgarisation, notamment Biocentrisme, publié en 2009 par le biologiste Robert Lanza, avancent l'idée que la mécanique quantique, en particulier le phénomène d'intrication ou le rôle de l'observateur dans l'expérience de la double fente, prouverait scientifiquement que la conscience crée la réalité et survit donc à la mort du corps. Cette affirmation est extrêmement séduisante, mais elle ne correspond pas au consensus de la physique théorique actuelle. Le physicien Sean Carroll de Caltech a répondu directement à ces thèses dans plusieurs interventions publiques et dans son livre The Big Picture, publié en 2016, expliquant que le rôle de l'observateur en mécanique quantique concerne l'interaction physique de mesures, pas une conscience au sens psychologique, et que rien dans les équations de la physique quantique ne mentionne ni ne nécessite une conscience humaine pour fonctionner. C'est un point que je tenais absolument à clarifier dans cette enquête, parce que mêler des termes scientifiques réels à des conclusions non démontrées est exactement le genre de raccourci qui discrédite ensuite l'ensemble d'un sujet pourtant sérieux comme celui des MEI. Cela ne veut pas dire que la question de la nature de la conscience est réglée, bien au contraire. Le problème dit difficile de la conscience, formulé par le philosophe David Chalmers en 1995, reste l'un des plus grands mystères non résolus de la science actuelle, à savoir comment une expérience subjective peut émerger de matière purement physique. Débit soutenu et fluide, ton sincère et engagé, mais sobre, sans emphase théâtrale, sans surjouer, sans exagérer les intonations. Nuance pour ce sujet précis, ton grave et intrigant qui monte en tension progressivement. Chalmers lui-même reste ouvert dans ses écrits à l'idée que la conscience pourrait être une propriété fondamentale de l'univers plutôt qu'un simple produit du cerveau. Une position minoritaire mais sérieusement défendue académiquement, appelée panpsychisme. C'est une piste philosophique légitime, mais elle reste totalement distincte d'une prétendue preuve quantique de la vie après la mort. Et je pense qu'il est important de savoir distinguer les deux avant de continuer à explorer ce que la science reconnaît aujourd'hui comme prouvé. Ce qui reste prouve, et ce qui ne l'est pas. Arrivons maintenant au bilan honnête que je me suis promis de dresser dès le début de cette enquête. Ce qui reste prouve, et ce qui ne l'est pas. Ce qui est solidement documenté, avec des sources académiques vérifiables, des milliers de témoignages d'émis présentant une structure commune remarquablement stable à travers les cultures, mesure selon l'échelle Grayson depuis 1983. Des cas de perception véridique troublants comme celui de Pam Reynolds, documenté par Sabom en 1998, ou celui du patient unique de l'étude AWARE publié en 2014. Des cas de marques de naissance correspondant à des blessures réelles chez 225 enfants, étudiés par Stevenson dans son ouvrage de 1997. Un enregistrement EEG unique montrant une activité gamma au moment du décès, publié en 2022, et des visions de fin de vie statistiquement biaisées vers les proches décédés plutôt que vivants, documentées depuis 1977. Ce qui reste non prouvé et qu'il faut dire clairement, aucune expérience scientifique n'a jamais démontré, de manière reproductible en laboratoire, qu'une conscience perçoit des informations extérieures vérifiables pendant une période totale et certifiée d'activité cérébrale. Le cas Reynolds et le cas AWARE restent chacun uniques et non reproduits à volonté, ce qui est la définition même d'une observation non confirmée au sens scientifique strict, même si elle est parfaitement documentée comme événement. La question de la réincarnation reste elle aussi une hypothèse parmi d'autres pour expliquer les cas de Stevenson et Tucker.
Une explication alternative étant la perception extrasensorielle où l'enfant capterait d'une manière inconnue des informations réelles sans avoir réellement vécu cette vie antérieure. Une hypothèse que Stevenson lui-même jugeait moins convaincante, mais qu'il n'excluait jamais complètement dans ses écrits. Cette honnêteté méthodologique, ce refus de trancher au-delà de ce que les faits permettent, c'est exactement ce qui distingue, selon moi, une enquête sérieuse d'une croyance confortable. Et c'est peut-être justement cette zone grise entre le prouve et l'inconnu qui rend ce sujet aussi vivant aujourd'hui qu'il y a 50 ans quand Moody a publié son premier livre. Ce que j'en retiens, et à vous maintenant, après des semaines à lire Moody, Stevenson, Parnia, Tucker, Grayson, Kerr et le Bardo Todol côte à côte, ce qui me frappe le plus, ce n'est pas un détail isolé, mais la convergence. Des chercheurs qui ne se sont jamais concertés, séparés par des décennies et des continents, arrivent indépendamment à des observations qui se recoupent. Un cardiologue de Southampton en 2014, un moine tibétain du 8e siècle, un psychiatre canadien qui a passé 40 ans à interroger des enfants, une équipe estonienne qui enregistre un cerveau par accident en 2022, personne parmi eux ne cherchait à confirmer les autres, et pourtant leurs observations dessinent le même contour flou autour d'une même question. Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut croire, parce que ce serait exactement l'erreur que j'ai voulu éviter tout au long de cet épisode, celle qui transforme une enquête honnête en certitude confortable. Ce que je peux vous dire, c'est que la question de ce qui se passe au moment de la mort reste en 2026 une des dernières grandes frontières où la science reconnaît officiellement ses limites plutôt que de prétendre avoir tout expliqué, et je trouve ça personnellement plus honnête que bien des discours définitifs qu'on entend ailleurs. Dites-moi en commentaire lequel de ces témoignages vous a le plus marqué, celui de Pam Reynolds, celui des aveugles de naissance de Ring ou celui des enfants de Stevenson, parce que je lis chaque réponse et ça nourrit directement les prochaines enquêtes de la chaîne. Si ce sujet vous a intéressé, la prochaine enquête du dimanche continuera d'explorer ces zones grises entre science et mystère avec la même exigence de sources vérifiables. Et s'abonner à la chaîne, c'est simplement s'assurer de ne pas la manquer. Et si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une expérience de ce genre, ou qui a simplement peur d'en parler parce qu'on le traite d'affabule, envoyez-lui cet épisode, parce que ces témoignages méritent d'être écoutés avec sérieux plutôt que moque.